Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leur déception et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport, avec un point commun, le Berry. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Pierre Coste. Pierre est un enfant de Châteauroux et plus particulièrement du quartier Saint-Christophe. En seconde scientifique, selon son expression, il se met à déconner, ce qui le pousse à quitter le cursus scolaire et à rejoindre une école privée des métiers administratifs, l'école Pigier. Sorti diplômé, Pierre rentre alors chez Guignard Centrifugation comme comptable. Avec cette nouvelle envie d'apprendre, il aide tous les défis dans cette entreprise, souhaitant intégrer le contrôle de gestion, les RH, la paye, l'informatique et même la com interne dans l'entreprise. Côté loisirs, Pierre découvre à 40 ans le camping-car, lui permettant de s'aventurer hors des sentiers battus. Pierre profite alors d'un plan de départ volontaire pour mêler sa passion du voyage et son défi d'entreprendre. Il se lance donc dans l'ouverture d'une concession de camping-car dans l'Indre. On a parlé de l'école Pigier, de la Biélorussie, d'Henri Dess, de Jacques Tati, de la loi de Murphy et de la Brenne. Pierre va d'ailleurs vous étonner en évoquant le métier qu'il aurait aimé faire, petit, et même vous gratifier en fin d'épisode d'une imitation de Bourvil qui restera dans les annales. Allez, je vous embarque sans plus attendre à la rencontre de Pierre Coste pour une discussion qui mêle, à l'image de mon invité, la bonne humeur, la nostalgie et la découverte. En route pour Goodberry. Bienvenue Pierre. Eh ben bonjour Stéphane. Bienvenue sur Goodberry, je suis ravi de t'accueillir. C'est moi qui suis ravi de t'accueillir parce que tu es chez moi là. Alors ça me fait doublement plaisir, premièrement parce que je t'aime beaucoup. Ça fait plaisir. Et deuxièmement parce que quand on parle camping-car et puis voyage, ce qu'on va sûrement évoquer, ça fait penser aux vacances. On y est presque. Et tu as pu voir tout à l'heure des vendeurs qui étaient en short. Toi qui es dans l'auto, t'as jamais vu un vendeur en short. Hein. Nous on a des vendeurs en short et en chemise à fleurs. Avant de revenir sur ton parcours, je voulais qu'on commence par le commencement. Et je voulais savoir si tu étais natif de la région. Alors oui. Alors je suis un gamin de Saint-Christophe. Et alors j'aime bien parler de Châteauroux. C'est vrai que je suis amoureux de Châteauroux. Alors, je suis un pur berrichon. Il n'y a que mon nom qui n'est pas berrichon. Coste, c'est O-S-T-E-S. Je suis de l'Aveyron, je suis de Saint-Afrique. Alors c'est mon grand-père paternel qui un jour est venu se perdre sur Touron-Saint-Martin, puis qui a vu une jeune fille qui était ma grand-mère, et puis après il a été à la guerre, il y est resté. Les gens qui ont vu Dunkerque en film, voilà mon grand-père, s'il est dans le scénario de Dunkerque, bien sûr que non, pas dans le film, mais c'est le scénario de Dunkerque réel. Mon grand-père est décédé sur la tenaille de Dunkerque pendant la guerre, là, dans cette fameuse tenaille de 3 jours, là, au mois de juin de 1940. Et donc, ma grand-mère a eu un enfant entre 37 et 39, voilà. Et mon père est né à Touron-Saint-Martin. Et puis, après, il est venu à Châteauroux pour sa carrière de postier. Et puis, il a rencontré ma mère. Et puis, moi, je suis né à Châteauroux. Ma mère étant d'une famille de Saint-Christophe. Et mon nom est de Aveyronnais, mais bon, je suis un pur berrichon et un pur Castelroussin. J'ai pensé dans ma carrière souvent à quitter Châteauroux, mais j'y suis jamais arrivé à quitter Châteauroux. Comme beaucoup de gens. Et j'y suis resté, puis je veux bien y rester. Ouais. Ta maman, elle faisait quoi ? Alors, ma maman, elle s'appelle, je peux dire le nom, parce que c'est des familles qu'on connaît. Derrier, il y a des grandes familles, ils étaient 11 frères et sœurs. Et elle a travaillé aux Nouvelles Galeries, et tous les derrière travaillaient aux Nouvelles Galeries. Donc, les fameuses galeries qu'on a connues, qui ont fermé, qui étaient... avant qu'on voie les carreaux en bleu, là, il y avait des belles façades des Nouvelles Galeries. Et ma mère a travaillé toute sa vie aux Nouvelles Galeries. Donc, et puis mon père, lui, il avait fait son petit concours de postier et puis il travaillait dans la brigade de nuit au centre de tri à Châteauroux qui a été fermé il y a, je ne sais plus quelle année. C'était un peu triste. Il y avait une centre de tri intégré à côté dans la gare. Là. Ouais. On le voit, c'est la gare, c'est la gare routière. La gare routière. Voilà. Et là, tout ce bâtiment, c'était la poste qui était là. Et il y avait des postiers qui triaient les lettres. Et il y en avait même qui montaient dans des trains, qui montaient jusqu'à Paris, qui revenaient et qui triaient les lettres entre Paris et Châteauroux Paris. Et mon père a fait ça. C'est ce qu'on appelait un ambulant. Et bon, voilà. Alors, pour la petite histoire du parc de mes parents, ça me fait plaisir. Ma mère travaillait en journée et on n'était pas aux 35 heures. On était à l'époque aux 45 heures. Si mes souvenirs sont bons, oui, 45 heures. Ma mère travaillait en journée, elle partait en vélo,
et elle revenait en vélo. Mon père partait en Solex, mais lui travaillait la nuit et ils s'embrassaient devant les tabacs, juste à mi-parcours. Et là, revenait des galeries, puis lui partait à la poste parce qu'il travaillait la nuit. Voilà pour mes parents. Ouais. Et le petit Pierre, dans le quartier de Saint-Christophe, il avait un métier de rêve en tête. Je voulais être Premier ministre. Et pourquoi Premier ministre? Moi, je trouvais ça bien. Je trouvais qu'il y avait des responsabilités. Mais oui, à un moment donné, quand au 6e, je me rappelle l'orienteur, ou je sais plus comment on dit, le conseiller d'orientation, on disait l'orientateur pour rigoler. J'avais mis le Premier ministre et puis il m'avait convoqué parce que c'était pas sérieux, quoi. Alors à l'époque, Premier ministre, quand j'étais en 6e ou 5e, ça devait être très bombard. Je ne sais peut-être pas la personne, mais je trouvais que Premier ministre, il prenait des responsabilités, il bossait. Le président représente et puis... C'était cette notion de travail qui te plaisait? Le travail, ouais, c'est ça. C'est il fallait je dirais les dossiers, je sais pas, oui. Il y avait peut-être qu'à l'époque, alors peut-être que moi j'étais un peu spécial pour mon âge, je suivais un peu certaines activités, je lisais le journal, mon père m'avait intéressé à certaines choses. Quand il y avait des élections, on allait le soir au dépouillement. Tu vois, bon, j'avais 12 ans, mais et je trouvais ça intéressant. Comme on disait, j'étais plus un intellectuel qu'un manuel, parce que déjà, dès que mon père me faisait faire quelque chose avec une perceuse ou un marteau, je cassais tout. Alors donc, où on allait aux urgences, alors il fallait pas aller. On savait que je serais pas maçon ou électricien ou autre. Voilà. Et une responsabilité politique en local, ça t'a jamais intéressé? Je me suis souvent engagé sur des associations. Mmh. Je me suis occupé de caritatifs, pas mal de choses, au comité olympique sportif. Bon, j'ai fait partie pas mal de présidences de comités départementaux, voilà. Puis après, j'ai toujours peur que s'en soit rattrapé pour l'image qu'on représente, plus que pour la valeur que tu as envie de développer. Tu vois ce que je veux dire? Moi, un jour, on m'avait dit, est-ce que tu viendrais parce que tu représentes 500 licenciés dans ton club. Et moi, ça me plaisait pas, parce que d'abord, je parle pas pour mes 500. Et quand je fais du vélo, quand je faisais que j'avais mes adhérents mutuels, je parlais pas pour eux. Ils avaient le droit de penser ce qu'ils voulaient. Et puis, c'est pas à moi de dire, tiens, leur mutuelle s'engage. Alors, ce qui était intéressant, c'est que des deux côtés de l'échiquier politique, on m'avait appelé pour un peu représenter ce qu'on appelle la société civile à une époque. Voilà. Donc, oui, je me rappelle, il y avait eu des appels. Je te parle ça dans les années 89, 90. Puis après, je sais aussi que je suis un boulimique. Alors, faut aussi trouver. Après, il y a la famille aussi. Voilà. Ok. Et comment se passent les études? Alors, les études. Ça se passe très bien jusqu'à la 3e. Et puis peut-être que c'est l'âge, l'ado là, arrive. Et puis l'ado, il déconne. Alors, peut-être qu'il est amoureux, je ne me rappelle plus. Oui, il est amoureux. À l'époque, je ne me rappelle pas qui. Mais... Alors, arrivé en seconde, alors là, c'était Bagdad. Là, mon père, il commençait un peu à... Et j'étais un mauvais garçon. Pas faire des conneries, mais bon, je bossais plus, je faisais le con en classe, et puis voilà. Puis un jour, j'ai fait une première seconde. J'étais en maths, alors maths c'était seconde C, et puis normalement je devais aller à la filière royale, terminale C, pour faire un truc de maths ou de choses comme ça, peut-être une carrière d'ingénieur, j'en sais rien, management, j'en sais rien. À l'époque on faisait C, puis on allait voir après. Puis non, moi j'ai fait un peu l'imbécile, et puis je me suis retrouvé à être exclu du lycée en 81. J'aime bien reparler un peu d'une certaine époque, là on en parle beaucoup là, avec les 40 ans de 81. Bon, j'aime pas trop les anniversaires. La victoire de la gauche en 81 a amené une alternance qui a amené des choses, mais Giscard avait déjà fait le truc. Donc la France était dans le truc du changement et l'histoire de Mitterrand, il avait ouvert les portes de la fonction publique. Alors bon, moi j'ai été exclu du lycée, alors il fallait que je trouve quelque chose. Alors, je voulais faire voir à mon père parce que mon père était un peu rude. Je m'étais inscrit à tous les concours qu'il pouvait y avoir. Et il y avait des concours, il y en avait toutes les semaines des concours. Alors un concours à l'EDF, un concours à SNCF, un concours à la préfecture. On se retrouvait tous, en plus tous les mauvais garçons qui avaient fait les imbéciles et qui s'étaient virés des lycées. Qu'est-ce que tu fais demain? Demain je suis à la préfecture, j'ai un concours un peu commis de la préfecture. On a fait que ça pendant presque 2 mois, 3 mois. On se retrouvait après à passer les concours et à les avoir ou à pas les avoir. Voilà. Donc j'ai passé des concours.
entre 81 et 83 pour essayer d'obtenir une formation ou une place à l'EDF. Alors, celle qui était le plus prisée, c'était SNCF et EDF. Ah ouais, bon, fallait avoir le bac, mais on ne l'avait pas parce qu'on était exclus avant. Et donc là, mon père s'est fâché et un jour, il revient à la maison. Il dit moi, je t'ai trouvé ta solution, tu as le choix. Il me donne 2 papiers, il me met 2 papiers sur mon bureau, sur la table de la cuisine plutôt. Il dit là, il y a une école privée à Châteauroux qui s'appelle Piget. Ah, je dis non, je n'irai pas travailler avec les filles, moi. Puis j'avais 16 ans, 17 ans. Comme tu veux, tu y vas pas. Par contre, tu signes ça, parce que tu veux pas celui-là, tu prends celui-là. Et là, il y avait un engagement de 15 ans dans l'armée. Et là, j'ai vu. Et là, j'ai dit non, je vais peut-être aller chez Piget quand même. Et je suis rentré chez Piget. Et je regrette. Et là, par contre, je ne regrette pas. Et Piget, c'était quoi? Ah, Piget, que tu connais pas. Ah, c'est la plus grande école française privée des métiers administratifs, de secrétariat et d'administratif. À Châteauroux, c'était une famille qui tenait ça. Alors, c'est une école privée. C'est une famille qui s'appelait la famille Didier. Tu vois le musée Bertrand. En face, il y a une maison il y a une porte rouge. Et ben ça, c'est l'entrée de l'école. Et là, tu rentrais dans une cour. On voyait que c'était une maison de bourgeois, comme ce qu'on appelle un hôtel dans le Berry, un hôtel particulier. Et il y avait une grande cour. Et puis là, ça avait été aménagé comme des salles de classe. Et donc, la famille. Piget, c'est une école française qui est mondialement connue, qui formait des secrétaires sténodactylos, qui formait des comptables, tous les métiers administratifs. Ça s'arrêtait, ils faisaient tous les BEP et CAP. Mais ça, de toute la génération des années 50, les fameuses sténos qu'on peut voir à la télé qui sont alignées derrière, et ben ça, souvent sortait de Piget, parce que sténodactylo, c'était un métier. On apprenait le métier de secrétaire, comptable, et moi, je suis rentré en comptabilité. Parce que c'est un peu la maison de redressement, hein, attention, hein, parce que les gens, quand tu es arrivé pour l'inscription, la dame elle disait, t'as vu ce que ton père il paye là, t'as intérêt à travailler, sinon on te vire. Bon. Là t'es dans tes petits souliers. Donc la rentrée des classes c'était au 15 août, juste après le 15 août, le lendemain, le 16. Et la fin des classes, c'était le 14 juillet, pour le feu d'artifice. Donc on travaillait du 15 août au 16 juillet, et on avait des vacances à Noël et à Pâques. On avait 8 jours. Et c'est tout ce qu'on avait. Et ça bossait tout le temps. Pas de récréation. Alors quand tu arrives dans un lycée public où tu as été moyennement suivi et que tu n'as pas vraiment fait ce qu'il fallait faire, eh ben, tu te dis, où je suis tombé là-dedans. Là. Pendant 3 mois, on n'a fait que du commun avec tout le monde, et tout le monde était dans la même classe. Et puis, même les gars faisaient de la sténo, faisaient de la dactylo. Et cette fameuse, alors ça, je te le raconte parce que c'est drôle, dactylo. Bon, il y a les filles, c'est vrai que les filles étaient plus à l'aise que nous, on en faisait un peu plus que nous, puis nous les gars, puis en plus on savait qu'on allait en compta. Et on était dans une grande salle, mais une très grande salle. Et il y avait une estrade, et la prof se mettait sur une estrade. Et puis il y avait un écran derrière, où il y avait des tableaux avec des posters, et il y avait la méthode Piget, parce que Piget au départ, c'est une méthode de placement des doigts sur le clavier pour aller plus vite, et c'est comme ça que après l'école est devenue une école, et puis après une école célèbre. Derrière l'estrade, il y avait la prof qui se mettait, puis qui était très haut, qui voyait tout le monde. Et puis derrière l'estrade, il y avait une grande canne à pêche. Il y avait une grande canne à pêche, j'en rigole encore, parce que bon, c'était drôle. Bah, c'était pas drôle sur le moment. Et puis nous, on avait donc une machine, c'était des Remington manuels. Alors, clac, 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 comme les flics, comme dans les films. Et il y avait un cache en aluminium par-dessus pour pas qu'on regarde nos doigts. Puis des fois, quand on se baissait un peu, quand on voyait qu'on était un peu en difficulté, on baissait la tête sous le cache pour voir où on avait placé le doigt. Et quand tu te faisais pas prendre, ça allait. Puis tu croyais que tu étais pas vu. Puis d'un seul coup, tu entendais la canne à pêche qui tombait sur l'alu. Ça résonnait de partout. Tout le monde sautait. Et donc, tu étais pris. Et puis, au bout de 4 cannes à pêche ou 5 cannes à pêche, tu avais une heure de colle. J'en ai un souvenir, un très grand souvenir. Outre les techniques que tu as appris, quel enseignement t'en as tiré? Alors, le travail, qu'il ne faut rien négliger, mais tout ce qu'on peut apprendre, même si c'est pas ta spécialité, doit être pris parce que ça va t'apporter quelque chose. Ça va t'apporter une valeur ajoutée. Déjà, on rentre dans le monde du travail. Alors, j'avais 16 ou 17 ans, on est adulte là.
On est considéré, on nous appelle monsieur, on est des adultes. Alors on n'est pas en cravate ni en costume, on n'a pas de costume, d'uniforme, mais on était considérés comme des adultes. On allait faire même des missions des fois pour des cabinets comptables. Ce qu'il faut dire, c'est que ils nous faisaient passer le CAP, le BEP, tout. Et à la fin, ce que faisait Piget, il prenait les résultats de on avait passé 4 examens, et il avait dit, on fera le classement de tout ça. Et les 3 premiers seront placés. On leur trouvera du boulot. Et moi, ils m'ont trouvé du boulot. J'ai eu mon examen en 83. Et en septembre 83, j'avais mon travail. Travail que j'ai embauché le 19 septembre 83. Je suis sorti de cette boîte le 19 septembre 2014, 31 ans après. À l'époque, elle s'appelait Guinard Centrifugation, qui a été rachetée par le groupe Andritz. Et tu rentres dans cette boîte donc en tant que comptable. Ah bah oui, le petit niveau, aide comptable, je fais les travaux d'aide comptable. Puis à l'intérieur, il y a des changements de société aussi. Le progrès arrive parce que dans cette société, on a les anciens outils, on travaille encore. Bon, je sais pas si ça va dire des choses aux gens, mais comptable mécanographe, c'est-à-dire la comptabilité par décalque avec des livres et puis des feuilles où on mettait par décalque et puis on écrivait à la main. Puis on a un ordinateur et puis un jour on me dit. J'avais 6 mois d'ancienneté, et on me dit, l'ordinateur, il sert à quoi cet ordinateur? Il dit, il sert à rien parce que personne veut s'en occuper. Bon, voilà. Et ils avaient investi des sommes. Et oui, puis la boîte qui nous développe le logiciel, elle a fait faillite, ne sait pas comment se débrouiller. Et puis le chef comptable dit, toi, si ça t'intéresse, allez, tu t'en occupes. Et puis ils m'ont donné 6 mois pour que j'éclaircisse un peu tout ça. Savoir. Et puis, on a mis en place la nouvelle comptabilité informatique. Et là, c'était une révolution. Les gens qui y travaillaient, ils avaient 50 ans. Ils avaient toujours travaillé avec leur machine manuelle. J'étais un gamin, moi j'avais 18 ans. Hein. Je savais pas où j'allais, quoi. Alors j'allais à Paris, on m'envoyait à Paris en formation. Et moi, j'avais jamais mis les pieds à Paris. Moi. La première fois à Paris, et à 18 ans, je veux dire, c'était pour moi, c'était quelque chose. Quoi. Donc voilà. Après, j'ai évolué. On évolue. Je pense que toi, c'est des profils que tu connais aussi. Il y a des opportunités qui se présentent. C'est une petite société familiale. J'ai fait un peu de ça. Alors, on parlait pas de ressources humaines, on parlait de service du personnel. On parlait pas on parlait de paye. On faisait que la paye. On faisait pas trop de fiscalité. On faisait tous les services qu'on appelle maintenant les services support, mais on faisait tout, quoi. On faisait de l'informatique, il y avait pas de responsable informatique, on faisait l'informatique aussi. C'est nous quand je dis c'est nous, c'était moi avec une petite équipe, mais on faisait ça. On faisait même ça le samedi sur nos heures on faisait ça en bénévole, nous, on montait les cloisons, on passait les câbles, mais c'était pas une passion, mais ça nous animait un peu, quoi. Ouais, c'est une aventure. C'était des aventures, oui, parce que c'était des aventures, oui, c'était encore dans une société familiale. Moi, je travaillais chez Guinard Centrifugation, et c'est une société qui était issue de la famille de Monsieur Guinard. Alors, si tu veux que je te fasse un peu d'histoire rapide, je vais essayer de le faire rapide si ça t'intéresse. Tu couperas et puis tu me mettras dans une autre émission. Guinard était au même titre que Balzan, des poumons. Et donc, la société Guinard était surtout basée à Lille et à Courbevoie plutôt, dans la région parisienne et dans le Nord. En 1933-36, il y avait un ministère en France qui s'appelait le ministère de la Guerre. C'était pas le ministère des Armées, c'était le ministère de la Guerre. Et le ministre de la Guerre, et je pense que c'est Paul Henriot, un nom comme ça, et qui a vu que Hitler commençait à s'énerver là, aux frontières dans les années 33-36. Il a convoqué tous les industriels de France en leur disant, vous voyez, sur le bord si on prend la carte, vous êtes tous placés dans l'Est et dans l'Ouest et dans le Nord. Si un jour il y avait un truc, une guerre, on perd toutes nos industries. Alors, s'il vous plaît, nous, on va vous aider en France. On va vous aider à vous installer ailleurs qu'en France. Et M. Guinard, qui s'appelait André Guinard, qui était un ingénieur de métier, un ingénieur des arts et métiers, est venu s'installer à Châteauroux. Et il a racheté une société qui s'appelait Cusson, qui était une menuiserie qui faisait des caisses pour les obus de Bourges. Et on était dans la guerre, attention, hein. On était dans l'instabilité. Et dans les ingénieurs, il y avait quelqu'un qui a créé une machine pour faire de l'épuration de boue et des stations d'épuration. Je fais court. Et un jour, ils ont séparé les deux. Et nous, on est devenu une société à part entière. On s'est installé devant Martin Rondeau, derrière le stade Gaston Petit, dans cette zone que
Louis de Chizeau, qui était le maire de l'époque, avait installé pour pallier au départ des Américains. Donc voilà comment on est. Et puis après, j'ai évolué, et puis un jour j'ai fini à l'atelier, parce que l'atelier, ils avaient besoin de quelqu'un qui avait des compétences. Il y avait une nouvelle direction qui voulait un peu, on n'avait pas la notion des coûts de production. Et comme j'étais un peu comptable, et puis que le comptable, c'était pas spécialement le truc la comptable pure, ça me. Et j'aimais plus le contrôle de gestion, et j'ai fait pendant 20 ans du contrôle de gestion, mais industriel carrément, en direct sur l'atelier. Et donc, on fabriquait des machines, on les livrait aux clients, et moi je savais sortir le coût de production. Je savais aussi, on travaillait avec le service des méthodes pour améliorer, pour choisir les fournisseurs. Il y avait un gros service là. Et puis toutes les opportunités, quand je te parle d'opportunités, un jour, peut-être parce que j'ai le sens de la communication. Un jour, il y avait un problème de communication en interne. On m'a même proposé de faire un peu de communication interne. Et j'ai mis en place des choses comme un journal d'entreprise. On sortait un numéro par mois sur la vie d'entreprise. Voilà. Et du coup, à quel moment tu décides de quitter l'entreprise et pourquoi ? Il y a ces fameuses 35 heures qui nous permettent d'avoir un peu plus de congés. Et je sais pas, quand j'avais 40 ans, nous on faisait beaucoup de vélo avec ma femme, et moi j'étais président d'un club de cyclotourisme. Et nous, ma passion du cyclotourisme, c'était, du moins ma façon de faire du cyclotourisme, c'était avec les bagages sur le vélo. Donc ça, le voyage nous animait, le camping nous animait, on faisait du toile de tente. Et c'est vrai que quand on voyait les camping-cars, on se disait, qu'est-ce que ça serait bien si un jour on en avait un. Alors moi un jour j'en négocie un, ma femme, on achète la maison avant. Bon, ok, j'écoute ma femme. Et puis on achète une maison, on a nos 2 enfants. Et puis un jour, on achète la maison. Puis un jour, je sais pas, on était peut-être plus à l'aise, je sais pas ce qui s'était passé. C'était le moment, et on achète un camping-car. Depuis 2006, on a changé régulièrement de camping-car. Voilà. Et donc ça, c'est d'abord l'intérêt du voyage. Il y avait ce côté-là. Et le fait, tu me parlais de quitter, il y a eu des changements dans l'entreprise. Cette société qui a racheté, le groupe que Andritz a racheté, le groupe Andritz, c'est un truc énorme. Hein, ils étaient 50 000 dans le monde, employés, c'est énorme. Et puis il y a eu une idée de délocalisation, moins de personnel de production sur Châteauroux, en développant plus les services. Il y avait eu un plan de départ volontaire. Et les gens qui voulaient partir, qui avaient un projet, moi le projet, alors c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure du camping-car. Camping-car, il n'y avait pas de concession à Châteauroux. Là, je faisais des parallèles, il n'y avait pas de concession à Châteauroux. Nous, on achetait nos camping-cars sur Châtellerault. Et on était devenus amis avec le concessionnaire. Puis un jour, ma femme, en rigolant, dit au concessionnaire, Xavier, il s'appelle Xavier, le concessionnaire, et tu peux pas monter un truc de Châteauroux, parce que c'était bien gentil, mais on fait 120 km pour acheter un produit ou faire une réparation. Puis il me dit, moi, j'aimerais bien faire quelque chose à Châteauroux, mais je n'irai pas tout seul, il me faudrait un associé ou quelqu'un qui contrôle un peu l'équipe. Puis il me propose ça. À l'époque, ça me plaisait pas trop. Puis j'étais pas prêt. Puis 2 ans après, quand il y a eu cette opportunité, j'étais toujours prêt. Il me disait toujours prêt. Puis avec ce fameux Xavier, on a créé ce que tu vois ici, et on a ouvert en 2016. Et c'est comme ça, j'ai accepté, j'ai postulé au départ volontaire, et puis j'ai créé ma société. Je me suis donné 1 an pour la créer, et puis on l'a créée 1 an et demi après. T'as hésité ? J'ai d'abord l'idée, j'en parle à personne, et quand je dis que c'est bon, c'est que c'est déjà mûri. Donc la décision a été prise avec 15 secondes. Quand on a su qu'il y aurait des changements où je travaillais avant, et qu'il y aurait ce plan, j'ai appelé ma femme qui a emmené les enfants à l'école. J'ai dit, tu peux passer m'a rejoint sur le parking. J'ai dit, tu es toujours d'accord pour le projet ? Oui. Et j'ai été voir le directeur, je dis, c'est OK pour moi. Voilà. Ça a été fait entre 8h15 et 8h16. Voilà, un lundi matin, 30 mars. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, le voyage en camping-car ? Déjà, la découverte de nouveaux horizons. Tu vas forcément où tu connais pas ? Alors ça, c'est une bonne question. Il y a eu les vacances avec les parents, la R6 avec la cantine d'armée sur la galerie pour aller à Saint-Jean-de-Mont. Si tu veux, c'était une expérience. Avec la petite remorque Arca que tout le monde avait. Peut-être un des premiers voyages quand on a eu le camping-car, c'est d'aller à Saint-Jean-de-Mont.
que j'avais pourvu peut-être depuis 30 ans. 30 ans après, je vais à Saint-Jean-de-Mont pour voir si je retrouve le camping, les Pinots de Sion, voilà. Et ben voilà. Il y a des endroits que j'avais fait avec mes parents. Alors ma femme aussi, elle avait un parcours, c'est pas elle qui est au micro, mais elle a travaillé à Vierzon dans une porcelainerie qui fait. Alors tout le monde a chez lui ou chez la grand-mère une assiette en faux grès marron, souvenir de. Et ça sortait de la société Ferrand où me travaillait ma femme. Ma femme faisait les décors sur ce support-là. Et elle voyait la France. Elle n'est pas bonne en géographie, mais la France, elle la connaissait par cœur parce qu'elle avait vu Padirac sur une assiette, elle avait vu Lourdes sur une théière, voilà, et ainsi de suite, le Mont-Saint-Michel sur autre chose. Et ben ça, d'ici j'ai vu des trucs, on va Lisieux. Alors on va Lisieux. Et le camping-car, c'était ça. Alors ça, c'était le premier temps. Bon, on était aussi un peu des farfelus dans la famille. Hein. Ça nous arrivait aussi. J'habite rue Campanaire, il y a un feu tricolore au bout de... Si c'était feu rouge arrivant au feu, on tournait à gauche. Si c'était feu vert, on tournait à droite. C'est déjà arrivé, ça. Oui. Ma mère nous pensait dans le côté nord, dans la Venise verte, on était en Hollande. Bon, on a changé d'avis au dernier moment. Bon, voilà, ça nous arrivait, ça. Alors oui, c'est la découverte. C'est revoir des choses qu'on avait vues quand on était gosse, qu'on avait peut-être pas fini de découvrir ou qu'on voulait voir comme on savait, ça s'était transformé, puis de faire voir aux enfants, tiens, voilà ce qu'on avait vu. Puis après, c'est surtout l'été, on essayait de faire un pays étranger, mais je ne veux pas dire assez loin, mais mon épouse étant d'origine portugaise, bien sûr, on a fait le Portugal. Et puis après, on a fait tous les pays du Nord, Hollande, Danemark, Norvège, on a même fait l'Islande. On va jusqu'en Danemark et on prend le bateau. La traversée dure 48 heures. On s'arrête quand même au bout de 24 heures. On fait une escale au Féroé, la fameuse Féroé, avec une nature superbe. Ces fjords, ces oiseaux, là, les macareux qu'on appelle puffins, les baleines. On l'a vu, on a fait le tour de l'Islande et c'est un souvenir. Ça, c'est un souvenir. C'est un des voyages qui m'a marqué le plus. Ouais. Moi, je suis pas le gars qui va. Il y a des mots que j'ai enlevés, des mots de la langue française que j'ai enlevés que je veux pas utiliser. Préféré parce que ça veut dire que les autres je les ai pas aimés. Alors que non, je les ai tous aimés. Mais c'est celui qui m'a marqué le plus. Ouais. Ouais. J'en ai pleuré. Moi, à 50 ans, à 47 ans. Pleurer devant les baleines, ouais, je l'ai fait, ouais. Je l'ai fait parce que ça m'a fait, c'est émouvant, quoi. Ouais, c'est touchant, ouais. Et même quand parce qu'on en a parlé, ça ensemble, le dernier grand voyage que j'ai fait, c'était la Biélorussie. Je suis assez, en ce moment, vu ce qui se passe en Biélorussie, je suis un être un peu sensible. Je pense être un peu sensible. J'ai rencontré des gens formidables qui étaient dans un pays où, même quand on est allé, on savait que c'était quand même une dictature. Ces gens-là, moi, je pense à eux, toi. Je pense à eux, j'en ai rencontré, on était chez eux, on a été accueillis. Et ben on a un contact avec une, mais on a plus de contact avec une autre personne. Et ça ça touche. Ça nous touche, ouais. Les enfants, même mes filles, bon, qui ont 20 ans, là, actuellement, quand on parle de la Biélorussie, ça nous touche, ouais. Ouais. Et dans tes premiers voyages en camping-car, est-ce qu'il y a des trucs que tu n'avais pas prévus ? Au fur et à mesure qu'on avançait dans le camping-car, je rajoutais des choses qui me paraissaient pas importantes, des accessoires, ou des équipements. Dans le camping-car, il y a le système du chauffage, il est fourni par une bouteille de gaz. Bon. Eh bien, l'hiver, parce on partait l'hiver aussi. Je ne sais pas si c'est la loi de Murphy, la fameuse tartine qui tombe tout le temps sur la partie beurrée. Et bien là, la loi de Murphy dans le camping-car, c'est que la bouteille de gaz, elle est tout le temps en panne la nuit, quand il fait moins 3 ou moins 5. Donc là, à un moment donné, même si on n'a pas l'effet de froid tout de suite dans le camping-car, à un moment donné, on a froid. Et ça rouspète les enfants. Ça fait froid. Non, on s'aperçoit que le bouton est rouge, donc il n'y a plus de gaz. Donc qui c'est qui y va? C'est le père. Donc le père, il descend avec sa loupiote, mais il est 2h du matin. Alors il sort sur le parking et je me rappelle d'une fois, c'était au Sable d'Olonne, on y était pour l'arrivée de Michel Desjoyaux du Vendée Globe en je ne sais plus quelle année. Et bien sûr, tu sors, tu es en caleçon, il fait -3, mais il faut que tu ailles faire ton gaz. Tu prends le premier qui traîne, donc c'est un parka ou je sais pas. Donc un parka sur un caleçon et il y a les flics qui font leur ronde. Faut que tu t'expliques. Alors ça, c'est des choses comme ça. Voilà, bon, on n'a jamais eu de gros problèmes. Qu'est-ce que tu fais en conduisant ? T'écoutes la radio, la musique ?
Ouais, enfin, la radio, tu sais, sur un camping-car, c'est vite. Alors, la radio, comme on a pour les fréquences en Allemagne ou ailleurs, il faut mettre les CD. Et puis à l'époque, les enfants étaient petits, alors Henri Dess, ça va de face. Tu vois ce que je veux dire? Bon, et Zoom Zoom Zoom, on l'a chanté souvent, nous, avec ma femme. Est-ce qu'il y a un équipement, un accessoire qui est à la mode en ce moment? On cherche de l'autonomie dans un camping-car. Donc, on veut charger des batteries un peu plus fortes. Donc, on va mettre un panneau. Il y a les panneaux solaires qui sont arrivés sur le marché. La technologie arrive. Parce que la technologie du camping-car, elle évolue presque aussi vite que ce que tu peux voir pour la maison, la domotique et tout ça. Parce que maintenant, sur un camping-car, on a des éléments de domotique qu'on a dans une maison. On a des tablettes en parquet, on a des choses comme ça. Donc, actuellement, on est sur la mouvance de l'économie d'énergie, de la recherche de l'autonomie avec l'électricité. On a les piles au lithium, on a des choses comme ça qui apportent, commence à avoir pas mal de choses comme ça. Quelle est la première chose que tu fais quand tu arrives dans un nouvel endroit? On n'arrive jamais aux heures habituelles des autres. Parce que plus anciens vont viser le 16 heures pour avoir la meilleure place du parking. 16 heures, 17 heures. Bon, nous, à 17h, il y a encore les musées d'ouvert, alors on est dans les musées. Donc, moi, je roulais plus en fin de soirée, et puis, il y avait souvent plus de place sur les trucs, alors bon, j'allais ailleurs. Donc, des fois où j'allais, il n'y avait pas d'autres camping-cars, donc j'étais tout seul. Donc, nous, on se posait souvent en famille, et puis on allait faire un tour de l'endroit où on était pour un peu connaître ce qui se passait. Puis, quand tu fais, je sais pas, 80, 100 km, toujours bien de te dégourdir les jambes et de découvrir ce qu'il y a autour de toi, la boulangerie du lendemain, pas loin de la boulangerie demain matin, qui c'est qui veut chercher croissant? Ah, c'est toi, pique-nique douille, hop, c'est la fille de... Hop. Ouais, voilà, je blague un peu, mais c'était ça. Puis ça intéresse toujours les enfants, quoi. Souvent, les petites critiques ou les clichés des camping-caristes, le premier geste, c'est de trouver le satellite pour mettre la télé. Bon, c'était pas mon truc, ça. Non, c'est pas mon truc. Qu'est-ce que tu réponds, toi, aux gens qui pensent qu'un camping-car, c'est, vu son poids, polluant? On n'est pas poids lourd. Moi, sur mon parc, j'ai aucun poids lourd. Sur Berry Camping Car et sur Cap 36, les deux sociétés qui proposent des véhicules sur Châteauroux, on n'a aucun poids lourd. On a 11 marques qui développent du véhicule léger. Donc, moins de 3,5 tonnes. Ce qui est intéressant, tu parlais tout à l'heure d'avancées techniques, les constructeurs, ce qui s'intéresse, à une époque, les constructeurs mettaient tout dedans et il y avait très peu de charges utiles à l'intérieur. Donc, on pouvait difficilement, même à des fois... on pouvait même pas emmener les petits-enfants. Il y avait 4 places, mais sinon on dépassait. Donc maintenant, ils cherchent quand même le gain de poids pour faire pour gagner de la charge utile. Et qu'est-ce que le confinement a changé sur le marché? Il s'est passé, je pense, c'est ma version, je pense qu'il y en a d'autres qui la partagent. Il y a des gens qui voyageaient et qui... Alors, est-ce que c'est des CSP moyennes ou des CSP+, catégories socio-professionnelles, qui avaient l'habitude de prendre les avions pour aller faire des voyages à l'étranger? Les avions ont été bloqués au sol pendant 2 ans, mais ces personnes-là ont envie de voyager quand même, tout en étant en famille et tout en étant dans le respect du confinement, mais un confinement familial et intrafamilial, et puis en allant... à la rencontre de la découverte du pays, en restant peut-être en France et en découvrant des choses en France. Et l'an dernier, au retour du premier confinement, on a vu arriver un nombre important de nouveaux clients. On va dire, c'est à peu près 60% des ventes qu'on a fait entre le retour de mai jusqu'à août, parce que ça c'est notre saison, on a fait 60% de primo-accédants. Et pourquoi les nouveaux clients, pourquoi ils achètent alors qu'ils pourraient aussi louer? Il y en a certains qui pourraient louer juste pour une semaine, il y en a qui veulent louer pour partir pas tout le mois d'août ou tout le mois, et puis quand ils voient certains prix et les kilomètres qu'il faut pour aller loin, ils ont presque plus vite fait d'acheter. Après, il y a une nouvelle économie qui s'est mise en place, alors que nous, on ne gère pas parce que ces nouveaux clients, ils sont plus jeunes. Donc moi j'appelle ça l'économie Macron, je ne sais pas comment on peut l'appeler, la fameuse économie collaborative. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est tout ce qui passe par Internet. Le partage, des fois, il y a des gens qui achètent, il y en a beaucoup qui ont acheté les camping-cars, mais qui le louent par des plateformes de location. C'est un peu comme le Blablacar, c'est la même chose. C'est deux plateformes où tu peux mettre ton véhicule sur certaines périodes de l'année pour le louer. Et les gens louent. Il y a des gens qui ont acheté en se disant,
Si je l'achète, ça me coûte tant en crédit ou en apport. Je le rentabilise avec 5-6 semaines de location. Je dis toujours que quand on crée, et moi quand j'ai créé là, ici, j'ai dit que j'avais créé des nouvelles économies pour le pays. Parce que quand on vend un camping-car, faut le garer quelque part. Moi, je pense que certains fermiers peuvent nous remercier de mettre à disposition des hangars et tout ça. On a créé une économie d'hébergement de camping-car. On a créé une économie chez les assureurs. On a créé des nouvelles économies sur Châteauroux en apportant ce nouveau maillon du loisir. Et on parlait du confinement. Comment tu as réagi, toi, en tant que chef d'entreprise ? D'abord, il l'annonce, c'est pas la bonne période pour moi. Mars. Et au mois de mars, il y a la quinzaine du camping-car. Tous les concessionnaires sont dans une quinzaine nationale où on fait des promos, on fait des choses et puis on fait des animations. On travaille 21 jours de suite, on reçoit des gens, on fait des portes ouvertes importantes, grosses portes ouvertes. On avait fait des banderoles. Je me rappelle en plus, on se connaît tous les deux. On est issus à peu près du même axe routier et puis de concession. Et il y a aussi d'autres amis. Je me rappelle de Nicolas, confrère, qui avait appelé un forain pour mettre un barbe à papa, tout ça. Et puis le dimanche matin, on s'est retrouvés, nous, à enlever les banderoles. Ma fille était venue avec moi, on a enlevé les banderoles. On a vu Nicolas qui a enlevé ses banderoles. Il me dit, j'ai des barbes à papa, t'en veux pas? Voilà, on a mangé les barbes à papa. On était dépités. Mais on ne pouvait pas faire autre chose que de dire, et en disant, on ne savait pas où on allait. De toute façon, c'était un truc. On nous annonce 15 jours. Donc, pour les événements commerciaux, on se dit, ça c'est raté. Si c'est 15 jours, mais moi, j'y crois pas 15 jours. Moi, j'avais dit à mes salariés, j'avais fait une réunion le 17, là, le mardi 17, j'avais fait une réunion avant qu'ils partent. J'ai dit, les gars, ah oui, si, dans 15 jours, Pierre, on se revoit dans 15 jours. Non, on se revoit dans 45 jours. Moi, j'avais dit, je vois pas pourquoi on pourrait se voir dans 15 jours. C'est pas possible. Moi, ce qui m'inquiétait le plus, c'était pas. Bon, la quinzaine, elle était déjà foutue. Voilà. On avait fait un véhicule, d'habitude, on en fait 20. Voilà. Après, je me disais, pourvu que ça dure pas trop longtemps, parce que si c'est 15 jours ou même un mois, ça peut se rattraper. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Après, il y avait autre chose, c'est que, tu le sais, tu te rappelles, de 2019, tu m'avais accompagné aussi par la sympathie. J'avais créé un événement à Châteauroux, j'avais réservé l'hippodrome de Châteauroux et on avait déplacé 200 camping-cars et on avait fait 5 jours de folie là-bas et on avait eu 5000 visiteurs et on voulait faire la deuxième édition. On avait bien travaillé. Et là, on se dit, parce qu'il y avait un budget quand même qui était en cours, tu sais ce que c'est. Et là, je me disais, c'est aussi c'est ce qui donnait le tempo de la saison. Et moi, je voyais plus le salon. Je dis, pourvu qu'on puisse le faire quand même. Et puis, on voyait au fur et à mesure qu'on avançait, 1 jour, 2 jours, 3 jours, que dès qu'on prenait 1 jour de confinement, le salon se reculait d'autant. Et la mort dans l'âme, on a annulé le salon. Tout le monde est sur des canaux d'information différentes, chacun le sien. L'embarcation, la Berry Camping Car, je dis souvent embarcation parce que j'aime bien la voile. Le bateau, l'équipage, il a 31 ans de moyenne d'âge, ils sont 16. Et dans les 31 ans, il y a l'âge du capitaine, qui en a 57. Donc tu vois qu'on est quand même jeunes. Ils ont tous des avis, des canaux d'information difficiles de commenter quelque chose qu'on a entendu à la télé ou sur un canal d'information que moi je privilégie par la presse sur des organes comme Le Monde. Moi, je suis plus France Info que un BFM bon, c'est pas pour voilà. Je suis plus dans ce genre d'informations là. Puis on voit que à la fin, tout est mélangé et on n'est pas audible. Alors moi, ce que je voulais entourer aussi les équipes. On était là pour que les équipes puissent partir le jour qu'ils sont partis avec. J'essaie d'amener une vision, de maintenir un lien. Moi, j'essaie de maintenir un lien. Alors, soit c'était par un SMS groupé, ou je faisais un mail, je fais une petite, pas newsletter, mais pendant le premier confinement, ouais, je maintenais l'équipe, les informations de ce que je pouvais savoir, puisque je voyais, quand on avait les premières informations comme quoi on pouvait redémarrer, les équipes ont participé aussi. En plus, moi, j'ai bien aimé. Tous les équipements, des plexiglas, tout ça, c'est eux qui les ont fait eux-mêmes. Toi, donc, ils n'ont pas voulu qu'on les achète. Non, Pierre, on va les faire nous-mêmes. On a un peu de temps là. Voilà. Donc, tout le monde a travaillé.
Tout le monde avait son idée pour faire le parcours là, qu'on nous a demandé de faire. Tout le monde avait amené sa pierre à l'édifice pour rester en équipe, quoi. Voilà, ça, c'est clair. La formation de demain, la formation que tu as aujourd'hui pour demain, c'est pas la même. Hein. C'est très complexe quand même. Hein. Oui, j'en veux un peu aussi au système d'information. Parce que, voilà, alors, je suis pas pour la Pravda, attention. Hein. Et hors Covid, comment tu qualifierais, toi, ton style de management avec les équipes? J'ai pas envie de le dire. Parce qu'il est critiquable. Bah, moi, le mien, il est simple. Il est patriarcal. Je suis un patriarche, moi. Je suis un familial, moi. J'ai une phrase qu'il faut jamais utiliser en management. Mon bureau est toujours ouvert à tout le monde. Ça, c'est ce que je dis et que beaucoup disent. Et si tu lis les livres de management, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ça revient aussi un peu. Je t'ai pas répondu à ce moment-là, mais ce qui m'a apporté mes études chez cette fameuse école, là, c'est l'honnêteté. L'honnêteté. Moi, je n'aime pas les menteurs. Et j'essaie de ne pas être menteur. J'ai vécu dans ma famille, du côté de ma mère, des choses. C'était un sport national, le mensonge. Et ça, ça peut être même dangereux. Donc oui, donc, ce que je veux dire dans mes équipes, moi, ce que je veux, et puis tout le monde peut faire une erreur. Tout le monde, on a quand même des choses on a des choses qui se déplacent, qui prennent de la place. On peut bouger un camping-car et l'abîmer. On peut faire tomber des choses voilà. On peut faire une erreur. Moi, je veux et puis on peut aussi mettre en danger le travail d'un autre. Donc, si on fait une bêtise, on le dit. Voilà, c'est tout. L'autre jour, il y a un gars qui a fait tomber quelque chose sur la porte d'un véhicule client. Il était colère contre lui, mais il me l'a dit, il faut le dire. J'y vais. Après, si ça arrive trop souvent, on va se parler. Mais je veux dire, c'est l'honnêteté. C'est l'honnêteté pour le travail, c'est l'honnêteté c'est la communication, c'est la transmission. Alors, soit la transmission du savoir, mais aussi la transmission de la consigne. Ça, c'est quelque chose que les jeunes n'apprennent plus en école, que nous, on a appris. Moi, ce que j'ai appris aussi, c'était le service militaire. Au service militaire, la consigne, on a une consigne, on la redonne, on a fini notre travail, on la redonne à celui qui arrive. Ça ne s'apprend pas, ça transmet. Donc, si on ne transmet pas, je dois avoir un management familial. Oui, c'est une famille ici. Après, il y a aussi quand on prend des décisions, je suis peut-être moins. Je suis détesté comme un père qui a refusé la sortie du samedi soir. Comment tu réagis quand tu ne connais pas les gens, par exemple en recrutement? En recrutement? Oui, j'ai un truc. Alors, on va dire que c'est pour le métier de la vente en magasin. Je sais pas, on va avoir 20 CV. Je lis tous les CV, je les mets sur la table que tu as. Puis je les regarde tous. Et puis, puisque c'est un BTS en vente, pour moi, j'ai un premier paquet qui est ce que j'appelle la suite logique. Alors, quelqu'un qui a fait un bac vente, bac pro vente, bac STMG, donc c'est de la gestion, c'est logique. Donc, il a une idée derrière la tête depuis un petit moment. Donc, voilà. Donc, j'ai mon premier paquet. Après, j'en ai qui ne sont pas logiques. Bon, parce qu'ils ont fait, je sais pas, langue appliquée, et puis ils sont dans la vente. Alors, je les mets de côté un peu. Puis, j'ai le paquet Tour du Monde. C'est des gens qui ont fait des parcours pas possibles et qui se retrouvent à peut-être 25 ans tenter un BTS, mais qui ont fait peut-être une école d'infirmière ou une école de je sais pas quoi, et puis qui ont même déjà vendu ailleurs. Et ceux-là, ils peuvent être intéressants. Et la preuve, c'est celui que j'ai pris l'an dernier, il était dans mon paquet Tour du Monde, et puis j'en suis très content. Bien sûr, je lis le CV, bien sûr, je reçois certaines personnes. Ce que je fais, moi, quand je les reçois, c'est plus la flamme. C'est l'engagement. Je le fais parler. Le chef d'atelier, il est content. Tout le monde est content. C'est comme dans le camping-car. T'aimes bien les gens qui tentent des aventures. De toute façon, moi, on m'a donné ma chance. Moi, j'étais être comptable. Je suis arrivé. À chaque fois qu'il y avait un truc, tout le monde disait non. Moi, je dis, moi, j'y vais. On verra bien. Puis, est-ce que tu as un défaut qui t'a joué des tours dans ta vie professionnelle? Moi, je parle trop. Pour les podcasts, c'est une qualité. Ah ouais, je sais pas, je parle trop. Ouais. Mon père disait quand même toute vérité n'est pas bonne à dire. Et la première fois, je l'ai pas compris. Maintenant, je la dispatche à tous ceux qui voudraient l'entendre. Il y a des vérités qu'il faudra dire, mais c'est peut-être pas le moment de le dire aujourd'hui. Il faudra le dire plus tard. Et parce que le contexte de plus tard sera moins douloureux que le contexte de maintenant.
La manager a été joyeuse quand ça va bien et quand ça va un peu moins bien, puis qu'il y a des décisions à prendre. C'est le rôle d'un père, c'est le rôle d'un chef, c'est le rôle de... Voilà. Un père est pareil, quoi. J'ai 2 dernières questions. Est-ce que tu as un livre ou un film qui t'a marqué ? J'ai lu, c'était Les Insurgés de Stéphane Nézel. On en parlait beaucoup, j'ai voulu le lire et ça m'a bien plu, quoi. Donc je suis pas un grand lecteur. Alors les films, il y en a plusieurs. Bon, je suis soit très franchouillard et tout ce qui est de Funès et puis Bourvil, voilà. La Grande Vadrouille ? Ouais, oui, bien sûr. Dites donc, ouais, voilà, mon vélo, mon micro, bon, voilà. Donc ça, et puis Tati, Jacques Tati, dès que j'entends, je cherche ce qui s'est passé. Sinon, un des films qui m'a peut-être le plus marqué, parce que j'étais dans une période où c'était pas trop bien dans la vie, c'est Le Grand Bleu. Voilà, c'est pas un film. Subway et Le Grand Bleu, j'ai bien aimé. C'est du Besson. Bon. Subway, j'ai bien aimé. Ouais. Puis j'étais amoureux d'Isabelle Adjani qui n'a jamais voulu accepter ma demande en mariage. Elle n'était pas sensible au camping-car. Je sais pas. Mais ouais, Tati, tout ça, ouais, j'ai plaisir à revoir. Puis les Tontons Flingueurs. Et puis là, tu vois, 6 séries, je vais en donner une. Pour moi, il y a une certaine analogie avec Jeanne Audiard, tout ça. Moi, dans les musiques aussi, et j'aimerais savoir, et je passe par le micro pour dire, j'ai prêté mon intégrale Bobby Lapointe à quelqu'un, il ne l'a jamais rendu. Je veux retrouver mon intégrale Bobby Lapointe. Alors, il y a des jeunes qui ne savent pas qui est Bobby Lapointe, cherchez sur les podcasts, cherchez partout. Bobby Lapointe, c'était génial avec Boris Vian. Mais mon Bobby Lapointe, je ne l'ai plus. Je voudrais qu'on le retrouve. On te passe un message, merci. Oui, la série, c'est tout bête, hein. C'est Kaamelott. Je me marre parce que c'est les expressions. Alors, les expressions, je trouve qu'il y a une analogie avec Audiard, les Tontons Flingueurs, tout ça. Je trouve qu'il y a une certaine analogie je pense qu'ils sont vraiment inspirés. Voilà, tout. Dernière question, Pierre. Quel est ton endroit préféré dans le Berry ? La Brenne. Parce que j'ai souvenir sur au Boucher ou la Mer Rouge, oui, Douadic, tout ça. Il y a plein d'histoires là-bas. Il y a tellement d'histoires. Moi qui suis un passionné d'histoire, il y a un camp de concentration à Douadic, donc aller faire un peu de retour historique pas assez récent. La guerre, il y en a à Douadic. On parle sur la Brenne, on peut parler de Gargante, de Géréchard Cardelion, et puis de la guerre et des Juifs et de Touvier, tout ça. Il y a plein de trucs. Je veux dire, c'est très riche. Alors, je parle d'histoire, mais puis après il y en a d'autres à prendre. On découvre. Tu vois, l'autre jour, j'étais chercher un camping-car, une personne qui a perdu son mari et puis qui voulait que je récupère son camping-car. Il était à Podi. Et je connaissais Podi parce que j'avais été faire du vélo, puis j'avais des amis là-bas. Et ben quand je suis arrivé à Podi, c'est pas spécialement là où tu vas installer un Club Med. Mais il y a un certain charme. Il y a un certain charme. Moi j'aime bien. Voilà. Merci Pierre pour la discussion. On a balayé plein de sujets différents, tu vois. Tu vas avoir du travail au montage. Depuis le temps qu'on se connaît là dans le métier, là, ça m'a fait plaisir. Moi aussi Pierre. Merci. Merci. Ciao. Au revoir. Hello, merci de nous avoir suivis, Pierre et moi, dans cette discussion pleine de découvertes. N'oubliez pas de la partager afin de faire connaître le podcast et notre région. N'hésitez pas également à m'envoyer vos messages pour des idées d'invités ou un retour de votre part sur l'épisode. Pendant l'été, je posterai des rediffusions, ce qui vous permettra aussi de vous remettre à jour si vous avez raté quelques épisodes. Et je vous retrouve le 19 août pour lancer la saison 2 de Goodberry avec un invité on ne peut plus inspirant. Mais je ne vous en dis pas plus et vous souhaite un excellent été dans le Berry ou ailleurs.